Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Bonjour Bernard-Henri Lévy, vous êtes philosophe, écrivain, réalisateur. Votre film Une autre idée du monde sera diffusé le 14 juin prochain sur Canal+. Et vous venez de publier Sur la route des hommes sans nom aux éditions Grasset. Une réaction à ce que Camille Magnard vient d'évoquer dans sa revue de presse internationale, la situation dramatique sur les côtes libyennes et le drame des migrants. Écoutez, il a eu le mot juste. Ces enfants sont sans nom. Ces petits Alan Kurdi qui n'ont pas encore de nom, c'est eux dont je parle dans ce film que vous verrez sur Canal+. Ces centaines d'enfants qui quittent la guerre, qui quittent la pauvreté. La guerre, c'est la Syrie. La pauvreté, c'est l'Afrique subsaharienne, qui voient l'Europe comme un Eldorado et qui finissent dans ce plus grand cimetière d'Occident qu'est devenue la Méditerranée. Voilà. Et dans ce film, je fais une proposition simple et très concrète. Les 17 000 habitants du camp de Moria, où j'ai passé du temps, que j'ai filmé, que j'ai interrogé, il faut les accepter en Europe. Il faut que les 27, pas des discours, pas des philosophies, que les 27 se mettent autour d'une table et que, si possible, à l'unanimité, ils décident de se partager ces 17 000 migrants du camp de Moria. Ce serait en tout cas un exemple à donner au monde et à nos enfants. Qu'est-ce que vous avez vu au camp de Moria, Bernard-Henri Lévy ? J'ai vu l'inhumanité. J'ai vu des femmes et des enfants et des hommes qui justement n'ont plus de nom, qui risquent de mourir sans tombe et qui risquent de mourir sans nombre parce qu'on ne sait même pas très bien combien ils sont. Parce que les ONG n'y ont pas vraiment accès. Parce que quand vous arrivez avec une caméra, vous avez une chance sur deux que la caméra vous soit arrachée par des groupes de nervis, de Aube dorée, le groupe fasciste grec, et jeté à la mer. Parce que c'est de plus en plus difficile de témoigner sur cette réalité. Donc j'ai vu cela. J'ai eu la chance, moi, parce que j'étais avec des caméramens audacieux et tenaces. On a eu la chance de rapporter ces images. Je crois que ce sont les dernières images avant l'incendie du camp. Et ce sont des images... Incendie de l'école également que vous avez filmé. L'incendie du camp. Et ce sont Qui a incendié le camp et l'école ? On ne le sait pas. On ne sait pas si c'est des migrants dans un geste de désespoir. On ne sait pas si c'est les gens d'extrême droite ou fascistes d'Aube dorée. On ne sait pas si c'est juste parce que c'est l'enfer et que l'enfer, ça brûle, parce que les conditions de vie étaient d'une telle précarité. Vous savez, j'ai filmé des jeunes filles, par exemple, qui racontent comment elles ne boivent plus d'eau. Voilà, cette bouteille d'eau à partir de 17h, parce qu'elles ne peuvent pas prendre le risque de sortir la nuit de leur tente et de se faire agresser, violer ou assassiner par un autre membre du camp. Parce que j'ai vu une humanité déshumanisée où l'homme redevient un loup pour l'homme. C'est ça, ces camps sauvages du type de celui de Moria. Et il y en a partout aux frontières de l'Europe. Et il y en aura de plus en plus si on ne réfléchit pas à repenser les règles de l'hospitalité. Donc dans ce film, je lance deux appels. Un, les 17 000, il faut que les 27 se les partagent. C'est rien, c'est une goutte d'eau pour nos populations. Et deux, que l'on remette sur le métier sérieusement à l'échelle de l'Europe la question de l'hospitalité. Ça ne veut pas dire accueillir le monde entier, mais ça ne veut certainement pas dire se faire fermer nos frontières comme le veulent les souverainistes et comme on l'a fait en vérité depuis le début de la crise du Covid. Bon, mais vous connaissez les arguments qui sont régulièrement invoqués, Bernard-Henri Lévy, argument de l'appel d'air, argument donc de symboles qui ne seraient pas compris par les différentes populations européennes, notamment d'ailleurs la population française, on y reviendra. Il faudrait expliquer dans ce cas aux Européens les symboles. Et à propos de symboles, le symbole de l'Europe, c'est une migrante. La princesse Europe, celle qui donne son nom à l'Europe, cette petite princesse libanaise qui traverse le détroit sur le dos d'un taureau ailé, qu'est-ce que c'est sinon une migrante ? Donc la migration, elle fait partie de l'ADN, de l'identité de l'Europe. Et d'ailleurs, vous verrez le 14 juin sur Canal, parce que c'est une soirée spéciale, il y a mon film, et puis après,
un film de Camille Lotto qui s'appelle Princesse Europe, justement, et qui raconte, auquel je suis mêlé autrement, son film, et qui raconte exactement cela. Donc, hospitalité, ça ne veut pas dire qu'on accueille la terre entière. Hospitalité, ça veut dire qu'il y a un lieu, il a ses règles, naturellement. Pour la France, c'est les règles républicaines. Et ce lieu accueille un certain nombre de gens qui souhaitent embrasser ces règles. Voilà. Ça, c'est la question à poser. Moi, j'ai fait ce film, en tout cas la partie du film consacrée aux migrants, pour qu'enfin on pose clairement cette question. Sur le risque de l'appel d'air, Bernard-Henri Lévy. Mais appel d'air, ça veut dire quoi ? Les migrants, c'est pas de l'air. Les migrants, c'est des hommes de chair et de vie et de sang. C'est pas de l'air. Appel d'air, c'est ces images. Déjà, cet imaginaire est atroce. L'imaginaire de la vidange, dans certains cas, l'imaginaire de l'appel d'air, dans d'autres cas, l'imaginaire de la vague, comme si les migrants, c'était une tempête. Non, c'est des femmes, des hommes, ce sont nos frères humains, et c'est comme ça qu'il faut le penser. Et si on commence à penser les choses comme cela, alors on trouvera des solutions. Mais elles passent en effet, vous savez, la plupart des migrants d'aujourd'hui, ça aussi je le dis dans ce film, parce que j'ai passé l'année à ça, l'année 2020. D'où viennent-ils ? Dans leur majorité, le plus grand pourcentage des migrants d'aujourd'hui viennent de Syrie. Pourquoi est-ce qu'ils fuient la Syrie ? Parce qu'il y a une guerre atroce. Parce qu'il y a un dictateur, Bachar al-Assad, qui a déclaré la guerre à son peuple. Pas une guerre civile, hein, une guerre d'un dictateur contre les civils. Pourquoi est-ce qu'il y a cette guerre du dictateur contre les civils ? Parce qu'on a décidé de s'en foutre, parce qu'on n'a rien fait pour l'arrêter, parce qu'on a dit à Bachar al-Assad « bon appétit, monsieur Bachar al-Assad, servez-vous auprès de vos civils ». Donc, il y a l'hospitalité, et puis il y a aussi en amont, on aurait dès 2011, comme on aurait pu le faire, ou 2012, 2013, n'importe, j'en sais rien, arrêter Bachar al-Assad, vous aviez déjà beaucoup de gens qui ne prenaient pas ce risque terrible de quitter leur maison, leur village, leur famille, pour prendre la mer et mourir sans nombre, sans mort et sans tombe. Bon, mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire justement que la situation en Libye marque les risques de l'interventionnisme et qu'on voit dans le chaos libyen, puisque Camille Magnard évoquait la situation terrible, l'anarchie qui règne en Libye, et bien oui. Le fait que cette intervention, Bernard-Henri Lévy, que vous aviez appelée de vos voeux, aboutit aujourd'hui à une situation qui est une situation périlleuse. Cher Guillaume Erner, j'ai filmé dans ce film, Une autre idée du monde, les deux situations. J'ai filmé le chaos en Libye, c'est vrai. Et puis j'ai filmé l'horreur en Syrie. Là où on est intervenu, c'est vrai qu'il y a le chaos. Là où on n'est pas intervenu, c'est-à-dire en Syrie, il y a l'horreur. C'est-à-dire un pays, pour le coup, vidé de ses habitants. Les femmes combattantes tellement magnifiques et tellement héroïques du Rojava, les combattantes kurdes, taillées en pièces à la fois par Bachar al-Assad et par Erdogan, c'est une situation bien plus horrible encore. Donc l'histoire. Vous voulez dire que si on n'était pas intervenu en Libye, la Libye serait aujourd'hui la Syrie autrement? Je pense que si on n'était pas intervenu en Libye en 2011, on n'aurait pas une Syrie, on aurait deux Syries. C'est-à-dire 2 fois 500 000 morts, 2 fois 6 ou 7 millions de déplacés et de réfugiés. Oui, 2 fois cette situation-là. Et comme l'histoire, c'est pas le bien et le mal, c'est le mal et le moindre mal, c'est ça le débat. Moi, j'ai passé ma vie, ça fait 50 ans, à essayer de suivre le cap du moindre mal. En Libye, vous êtes une cible, vous le montrez dans ce film. Pour quelle raison? Qu'est-ce que ces gens vous reprochent? Je ne sais pas. Il faudrait d'abord savoir qui sont ceux qui m'ont tiré dessus. En effet, on voit dans le film cette embuscade. Hein. Je rentre je viens de documenter un killing field, un ossuaire, et à l'entrée de la ville de Tarhouna, je me fais prendre en chasse par une milice, tirer dessus. Ça dure quelques kilomètres. Il y a des moments un peu compliqués. Il y a des gens en Libye, à la fois les islamistes radicaux à la solde de la Turquie, à la fois les nostalgiques de Kadhafi, qui ne sont pas contents que l'Occident se soit mêlé de leurs affaires et qu'un certain Bernard-Henri Lévy ait prétendu contribuer à leur libération. Justement, on va entendre un extrait de ce film où
ce Bernard-Henri Lévy parle à des enfants, des anciens soldats de Daesh. Le jour où vous allez sortir, vous allez retrouver vos parents. Ceux qui ne sont pas morts, ou ceux qui ne vont pas rester toute la vie en prison. Vous allez être les professeurs de vos parents. Vous allez être les parents de vos parents. Vos parents vous ont mis des mauvaises idées dans la tête. Vous allez mettre des bonnes idées dans la tête de vos parents. Et ce jour-là, vous allez devenir des hommes libres. Moi, je m'appelle Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy. Lévy, c'est un nom juif. Je suis juif. Juif. Yudi. Ah, ouais. Je suis. Mais pour moi, juif, musulman, chrétien, c'est la même chose. On est des frères. هو شو اسمه هو مسيحي بس عنده المسيح والمسلمين وكل شيء نفس الشيء. Voilà ce que je voulais vous dire. Un extrait de votre film Bernard-Henri Lévy, Une autre idée du monde, qui sera diffusé le 14 juin prochain sur Canal+. Quand vous dites que vous êtes juif à ces enfants, on sent qu'il y a de la stupeur. On sent que, pour vous, peut-être, tous les hommes sont frères. Pour eux, ce qu'on leur a enseigné est assez différent de cela. Voilà, et c'est pour ça que c'est très important de le leur dire, parce que c'est vrai que la propagande est telle dans la plupart des pays arabo-musulmans que l'idée d'un juif qui leur tende la main leur semble absolument ahurissante. C'est vrai qu'ils tombent de la lune quand je leur dis ça, et c'est bien pour ça que je le fais. Et il y a d'autres occasions dans ce film, je n'en ai en vérité pas perdu une, de rappeler aux gens que j'avais face à moi, dans ces pays musulmans ou arabes, qui j'étais. Français, fier d'être français, mais aussi un juif. Voilà. Mais justement, là, vous avez affaire à des enfants, mais lorsque vous avez affaire à des adultes, Bernard-Henri Lévy, est-ce que finalement, ça n'est pas un combat perdu d'avance ? Ces gens-là ne veulent pas d'une intervention, ils ne veulent pas de votre universalisme. Bref, pourquoi persister dans ce combat qui, semble-t-il, n'est pas bien accueilli par ces populations ? Un combat n'est jamais totalement perdu d'avance. Il y a dans le film une autre scène sur la corniche de Benghazi en Libye, où je parle en effet devant, il y a là 50 000 personnes, je crois, des jeunes arabes, souvent armés, une foule très nombreuse. Je leur parle de la France. Je leur parle du fait que je suis juif et je leur dis qu'il y a un autre chemin que celui de la dictature. Cet instant-là, le message est passé. Eh bien, Guillaume Erner, pour ce moment-là, qui est dans le film, pour cet instant-là, une part de ma vie est justifiée. Pour le travail qu'a pu faire dans les têtes de ces 30 000, 40 000, 50 000 jeunes gens, ces petites phrases que j'ai prononcées, je suis heureux de cette séquence du film. Alors, après... Bien sûr, je me fais tirer dessus 50 km plus loin. Après, bien sûr, il y a l'ingratitude et la bêtise de nos contemporains là-bas et chez nous. Bien sûr qu'il y a tout ça. Mais semer des petites graines ici ou là, c'est tellement important. Et je vais vous dire, quand je fais le bilan de ma vie, et ce film, c'est un peu le bilan de ma vie d'intellectuel engagé, ce à quoi j'aurais peut-être passé le plus de temps, ça les gens ne le savent pas, mais moi-même j'ai du mal à le réaliser, c'est probablement à tendre la main et à travailler à la libération de peuples musulmans ou arabes. Que ce soit le Bangladesh, que ce soit l'Afghanistan, que ce soit la Bosnie-Herzégovine, j'en passe, que ce soit la Libye, j'ai passé ma vie à ça. Et j'ai passé ma vie à dire à ces gens, on vous intoxique avec l'idée de la guerre des civilisations. On vous bourre le crâne avec l'idée que l'Occident est votre... Quand vous revenez sur vos traces, le Bangladesh, c'est la misère et les inégalités sociales. Oui. Rien n'a changé à cet égard. La Libye, c'est le chaos.
je ne parle même pas de la Somalie, où là, on a affaire à un lieu qui peut représenter l'enfer sur Terre. Est-ce que tout ça n'est pas un formidable plaidoyer contre l'interventionnisme, Bernard-Henri Lévy? Non, je crois pas. Je crois pas. Regardez l'Afghanistan. Ce que j'ai filmé en Afghanistan, c'est un plaidoyer pour l'interventionnisme. Parce que l'Afghanistan a fait des progrès. Les femmes sont en train de se libérer. Il y a des journalistes qui travaillent, qui apprennent le métier de journaliste. Et on est quel prix? Oui, mais attendez, vous allez voir le prix demain. On est en train de les abandonner. Décision de Trump, accélérée par Biden. On les abandonne. Ceux-là, ils vont retomber sous la botte des talibans. Pour moi, c'est ça le vrai scandale. La Somalie, les Américains sont partis il y a 20 ans. Et en effet, on voit, je vais en Somalie, j'y retourne pas, j'y vais pour la première fois. Il y a très peu d'images. Mais il y avait eu des interventions, et notamment une intervention américaine. Les Américains, parce qu'on a traîné le cadavre de l'un d'entre eux dans les rues de Mogadiscio, je filme tout ça, ces rues, etc., sont partis, c'est la chute du Faucon Noir. Le résultat de l'absence, du départ des Occidentaux, c'est quoi? C'est Al-Qaïda, c'est-à-dire les Chebabs, c'est la Turquie et le Qatar qui en sont les financiers, et alors ça, c'est même pas le chaos, c'est l'enfer sur Terre. Voilà. Et c'est là encore un trou noir, vous savez, un trou noir qui est comme dans la matière, hein. La Somalie est devenue un gigantesque trou noir qui absorbe la lumière. Ce beau pays ensoleillé, qui pourrait être magnifique, la lumière est avalée par le trou noir de la misère et de l'horreur, parce que précisément, on a renoncé, nous, les Occidentaux, à faire notre métier, c'est-à-dire de la géopolitique. Ça ne veut pas dire forcément de l'intervention, ça veut dire dire à des démocrates en Somalie, il y en a... on vous soutient, ça veut dire votre combat est pas totalement débile, ça veut dire c'est pas parce que vous êtes africain ou somalien que la démocratie vous est à jamais interdite, le combat sera long, mais c'est un combat justifié et nous pouvons être à vos côtés pour vous aider à le mener, et ainsi de suite. Bernard-Henri Lévy, votre film Une autre idée du monde sera diffusé le 14 juin prochain sur Canal+, et votre livre Sur la route des hommes sans nom est publié aux éditions Grasset. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. On voit aussi des gilets jaunes dans votre film. Vous me donnerez votre point de vue sur la situation politique en France. Ça sera donc dans une vingtaine de minutes. 8h sur France Culture. Bon réveil à tous. 7h, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et l'on retrouve notre invité Bernard-Henri Lévy. Votre film Une autre idée du monde sera diffusé sur Canal+ le 14 juin prochain, et votre livre Sur la route des hommes sans nom est publié aux éditions Grasset. Dans Une autre idée du monde, vous évoquez principalement les guerres oubliées. Bernard-Henri Lévy, il est question de manière assez furtive de la France, notamment avec l'épisode des Gilets jaunes. Votre regard, puisque l'on vient d'entendre le billet politique, sur la situation politique dans notre pays? Pas tellement furtive, c'est-à-dire ce film, c'est mon journal de l'année 2020. C'est un journal de bord. Donc c'est le journal d'un écrivain reporter qui va en effet au Nigeria, en Somalie et ailleurs, et qui revient à Paris. Et ce qui est vrai, c'est que lorsque je reviens à Paris et que je tombe un des premiers samedis sur ces manifestations, sur cette révolte des Gilets jaunes, il y a quelque chose qui me semble un peu que j'ai du mal à comprendre. Voilà. Pourquoi ? Pourquoi j'arrive d'un village nigérian où j'ai interrogé une femme qui a vu ses 4 enfants mourir sous ses yeux, qui s'est fait macheter le bras, qui a vu etc. Et puis, je débarque dans une France où, à partir d'une bonne et belle revendication, on nous parle on occupe l'Arc de Triomphe, on s'en prend à des journalistes. Et c'est vrai qu'il y a un tel décalage entre les deux situations que je ne peux pas faire autrement que de le dire. Donc dans le film, il y a ça. Voilà, je ne prends pas position, je ne dis pas que l'un de... Position, c'est-à-dire vous semblez dire que la situation en France, comparativement... Ah ben ça c'est sûr. Comparativement à des lieux du monde, ceux qui m'ont intéressé pendant cette année 2020, où on meurt en tas, où on meurt sans nom, la situation en France, bien sûr qu'elle est heureuse, oui. Alors ça n'empêche pas qu'il y ait des luttes sociales et qu'il faille les mener. Justement, est-ce que le fait de s'intéresser
plus à ce qui se passe à l'extérieur, à ces guerres oubliées, Bernard-Henri Lévy? Est-ce que ça n'est pas tout simplement un oubli de la question sociale? Non, c'est pas. Non, ce qui est oublié aujourd'hui, ce qui est oublié, c'est pas la question sociale. C'est les chrétiens du Nigeria. Ceux-là, ils sont totalement oubliés. Et s'il n'y avait pas ce film, donc Canal+, 14 juin, on ne parlerait pas du massacre et peut-être, ce qu'à Dieu ne plaise, du génocide des chrétiens du Nigeria. Ce qui est oublié, parce que les journalistes y vont de moins en moins, c'est le sort de la Somalie. C'est le sort de ces femmes vouées aux grossesses à répétition, vouées à l'esclavage, vouées à voir leurs enfants mourir à 2 ans ou 3 ans de dénutrition. Ça, c'est oublié. C'est pas la question sociale. Donc, en effet, moi, j'ai tourné un film. J'ai passé cette année 2020 un peu maudite à aller chercher ces images-là que nous, occidentaux, français, nous cherchons à oublier. Et le confinement n'a pas aidé. Parce que derrière nos masques et à l'intérieur de nos appartements confinés, qu'est-ce qu'on faisait ? On chassait aussi de nos esprits comme des images importunes, comme quelque chose d'un peu sale et un peu dégueulasse dont nous ne voulions pas qu'elles viennent troubler notre malheur ou notre confort confiné, qui sont les images de ces damnations-là. On peut peut-être s'occuper des deux luttes à la fois, ou alors pour utiliser une formule qui a d'ailleurs été employée dans Paris Match, puisque on vous voit en reportage pour Paris Match, la Corrèze et le Zambèze. Est-ce qu'il faut préférer l'un à l'autre? Est-ce qu'il faut oublier l'un lorsqu'on parle de l'autre? La situation politique en France, Bernard-Henri Lévy, celle-ci, elle ne dépend de manière très lointaine que de ce qui se passe dans le reste du monde. La présidentielle l'an prochain, elle ne se jouera probablement pas sur des questions internationales. Peut-être que si. Vous savez, quand on sait que Marine Le Pen est financée par des banques russes. Ses campagnes électorales sont financées par des intérêts russes. Quand on sait que Erdogan, autre grand démocrate devant l'Éternel, instrumentalise des groupes fascisants, instrumentalise des apprentis terroristes pour affaiblir la République française. Si, tout est lié. Et peut-être que la présidentielle, elle se jouera aussi avec des invités plus discrets, qu'on ne voit pas en effet sur les affiches électorales, qui sont ceux dont je vous parle là, c'est-à-dire les représentants de Poutine, les représentants d'Erdogan, les représentants de Loukachenko, puisqu'on évoquait dans les informations à 8 heures Emmanuel Macron qui évoquait la limite de l'interventionnisme par rapport à la situation en Biélorussie. Ce journaliste qui a été arrêté dans un avion avec sa compagne, votre regard, Bernard-Henri Lévy, sur ce qui s'est déroulé là? Mon regard, déjà, il y a une question que je me pose. Je ne l'ai pas entendu beaucoup poser depuis hier, franchement. Le pilote de l'avion, de Ryanair, détourné, obligé à se poser. Pourquoi est-ce qu'il a redécollé? Pourquoi est-ce qu'il a redécollé sans ses passagers? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas exigé que ces 2 passagers remontent à bord et arrivent à destination? C'est très étrange, ça. Et pourquoi est-ce que, pendant qu'il était à terre, et qu'avait lieu cette mascarade horrible, pourquoi est-ce que c'est pas à ce moment-là que les chancelleries se sont mis en mouvement? Il s'est passé quand même quelque chose d'ahurissant. Alors, on se réveille, on s'agite, on fait des sanctions, et mieux que les sanctions, mais à l'événement lui-même, personne n'a vraiment réagi. C'est, quand on y pense, très curieux. Et moi, la situation biélorusse, il se trouve que je la connais un tout petit peu. J'ai rencontré le surlendemain de sa fuite de Biélorussie Svetlana Tikhanovskaya, l'égérie de la révolution biélorusse, qui est une femme admirable dont j'ai fait le portrait dans le journal du dimanche. Et elle m'a raconté tout ça. On peut le trouver sur Internet. Elle m'a raconter tout ce qui allait se passer, les méthodes de Loukachenko, sa bêtise profonde, comment il est une marionnette de Moscou, comment Poutine s'en sert pour tester le système nerveux le vôtre, le mien, celui de Macron, celui des gens qui nous écoutent, des Occidentaux. On sait tout ça. Voilà, on sait tout ça, mais on a préféré jusqu'à présent l'ignorer.
ben on se réveille, c'est bien. Mais alors, ce réveil, il peut servir à quoi? Qu'est-ce que l'on pourrait imaginer pour que Loukachenko se sente moins libre d'intervenir, non pas seulement sur la terre, mais aussi au ciel, Bernard-Henri Lévy? Vous avez la bonne formule, c'est en effet sur la terre et au ciel. La philosophe Hannah Arendt disait que le totalitarisme, c'est quand un homme libre n'a nulle part sur terre où il peut se tenir. Aujourd'hui, avec Loukachenko, c'est nulle part au ciel, puisqu'on est arrêté même au ciel. Eh bien, écoutez, il faut d'abord, il faut que revienne ce journaliste et sa compagne. Il faut exiger leur retour. Et si Loukachenko, qui est d'abord un crétin, franchement, et qui accessoirement est le chef d'un pays ruiné, d'un pays au bord de la banqueroute, s'il persiste, il faut, comme on a commencé de le faire, arrêter de survoler son pays, arrêter de lui acheter sa Ce qui pose des problèmes aux compagnies aériennes, d'après les journaux de ce matin, puisqu'elles sont obligées de zigzaguer pour éviter la Biélorussie. Les compagnies aériennes zigzagueront un peu, elles paieront un peu de carburant supplémentaire, mais enfin elles sauveront en tout cas l'honneur et elles obtiendront peut-être le retour de ce vaillant jeune journaliste. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi que tout le discours sur les droits de l'homme, Bernard-Henri Lévy, aujourd'hui, il n'est plus de mise, il est complètement ignoré par Loukachenko, par Poutine, par Kadyrov, puisqu'on pourrait parler aussi de la situation en Tchétchénie? Mais il est ignoré parce qu'on ne le tient plus. Parce qu'en effet, les partisans de la réalpolitik sont en train de l'emporter. Parce que depuis que Jean-Marie Le Pen, il y a 20 ans, a pour la première fois fustigé le droit de l'hommisme, c'est lui le premier, hein, je vous signale, vérifiez, ou l'un des tout premiers, sinon le premier. Beaucoup lui ont emboîté le pas. Vous parliez tout à l'heure du Rwanda. Date noire dans l'histoire de notre rapport aux droits de l'homme, date effrayante, où on a préféré des intérêts de chancellerie misérables, une opposition historique avec la diplomatie anglaise, plutôt que de sauver les 800 000 Tutsis génocidés. Ça aussi, j'en parle dans ce film. C'est une tâche affreuse sur l'histoire de notre génération. Donc moi, je fais partie des quelques-uns, il y en a beaucoup, des militants d'ONG que j'ai rencontrés sur place, des reporters de guerre, des journalistes, qui ne se résignent pas à ça. Et que ce n'est pas parce que les droits de l'homme ont mauvaise presse qu'ils cessent d'en brandir l'étendard. Mais alors, justement parce que dans ce film, Une autre idée du monde, qui sera diffusé le 14 juin prochain sur Canal+, Bernard-Henri Lévy, il y a finalement une forme à la fois de nostalgie et de mélancolie, parce que on vous voit dans vos différents combats à partir du Bangladesh, donc il y a quasiment un demi-siècle de combats, et on se dit finalement qu'à chaque fois, eh bien, tout cela n'a pas servi à grand-chose. Il y a eu le génocide au Cambodge, il y a eu le génocide des Tutsis, il y a eu les différents crimes que l'on connaît. À quoi ça sert d'être un intellectuel engagé, puisque finalement, même les génocides, on ne parvient pas finalement à les arrêter? Vous avez raison. C'est vrai que ce film oui, il est peut-être triste. En tout cas, j'ai eu du mal à me départir en le tournant avec mes camarades Marc Roussel, Gilles Herzog, Olivier Jacquin, de vrais moments de tristesse. Parce que il y a un prophète de la Bible, Isaïe, qui dit « J'ai plaidé pour rien, œuvré pour le néant ». Plaider pour rien, œuvrer pour le néant. On avait parfois ce sentiment-là, d'avoir passé nos vies, dans le cas de Gilles Herzog, qui a mon âge, une longue vie maintenant, à ça. C'est vrai. Et en même temps, c'est pas tout à fait ça non plus. Parce qu'il y a des choses qui ont marché. Vous voyez, par exemple, on revoit à un moment donné du film des images pour moi tellement importantes de la guerre de Bosnie, de Sarajevo, où on avait eu l'impression à l'époque, j'étais venu ici en parler, pendant des années de crier pour le désert, de plaider pour rien, d'œuvrer pour le néant. Et puis un beau jour, grâce à un président de la République, qui était Jacques Chirac, grâce à un autre président qui était Bill Clinton, on a enfin accepté de rompre avec une doctrine honteuse qui était la doctrine de François Mitterrand. Et à l'époque, le débat était simple d'ailleurs. C'était François Mitterrand qui disait « il ne faut pas ajouter la guerre à la guerre ». Et nous étions quelques-uns à hurler en arrêtant les batteries serbes, on va retrancher de la guerre à la guerre. On va ôter de la guerre à la guerre. On avait raison, on a été entendu, on a gagné. Donc il y a des fois où on gagne. En Bosnie, on a gagné.
L'Afghanistan d'aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, vraiment que, je vous en supplie, regardez ces images. Non, mais, vous êtes à peu près le seul à avoir des mots optimistes sur non, la situation. j'ai des mots pessimistes sur ce qui va se passer du fait des intentions horribles de l'administration américaine qui a décidé de se tailler. Mais j'ai des mots optimistes parce que j'ai filmé ces femmes qui montrent enfin leur beau visage. Parce que j'ai montré dans mon film ces petites filles qui vont à l'école. Parce que j'ai montré dans le Panchir que j'avais quitté du temps du commandant Massoud, le père, et que je retrouve 23 ans après du temps de Massoud, le fils. Je vois que la société a évolué. Donc la bataille de la démocratie, la bataille de l'égalité, la bataille de l'égalité entre les femmes et les hommes, elle n'est pas perdue. Mais encore faut-il la mener. Mais vous dites que les Américains vont s'en aller d'Afghanistan. Il y a en une du Canard enchaîné un petit papier sur le général Lecointre, qui est le chef d'état-major des armées françaises, et lui prévoit que dans 10 ans, l'Europe sera toujours engagée au Sahel, et sans doute plus qu'aujourd'hui. Est-ce que ça, justement, ça n'est pas la preuve que tout cela ne sert à rien et on va perdre des hommes, il va y avoir des problèmes avec l'opinion publique, Bernard-Henri Lévy? Attendez, tout ça ne sert à rien. À quoi sert une armée? Alors, on peut décider de devenir la Suisse ou de devenir, je ne sais plus, il y a un pays sans armée, mais à quoi sert une armée? À quoi sert le général Lecointre si ça n'est pas à essayer, pas faire la guerre, mais à essayer de donner courage, de renforcer, de donner espoir, de tendre la main à ceux qui, au Mali, au Tchad, se réclament de valeurs qui ressemblent à celles de la démocratie. Ça sert à ça, une armée. Ça sert à ça, la géopolitique. Alors, après, on peut décider tous de se claquemurer derrière nos frontières, de se laver les mains du sort du monde, de fermer le reste du monde à clé et de jeter la clé. On peut faire ça. Ça veut dire concrètement, et ça on le voit quand on est sur le terrain, que la Turquie, elle rentre. On voit que la Russie prend position, on voit que les Chinois font leur route de la soie, et on voit que tous ces peuples tombent dans un état de servitude absolue. Moi, je crois à la géopolitique. Alors, je continue. Donc, les soldats, ça sert à faire la guerre, ça s'est entendu. Pas faire la guerre, ça sert à manifester la présence d'une démocratie. Ça porte en tout cas les armes, c'est normal. Les intellectuels sur les terrains d'opération, les intellectuels dans la guerre. On voit Malraux dans votre film Bernard-Henri Lévy. Et justement, lorsqu'on songe à Malraux, y compris la guerre d'Espagne, qui est un exemple pur, les brigades internationales, la manière dont celles-ci ont été bafouées, piétinées, la manière dont finalement tout ceci a été un carnage terrible, est-ce que ça n'est pas là aussi un plaidoyer, c'est terrible à dire, mais pour l'immobilisme? La guerre d'Espagne, Malraux, j'ai une admiration infinie et une émotion infinie chaque fois que je revois ces images, et les images que j'ai montées dans mon film de lui appelant au soir de sa vie à la création d'une brigade internationale pour Bangladesh, rêvant de refaire à 70 ans, de renouer avec son aventure de ses 30 ans en Espagne. Ces images me donnent envie de pleurer chaque fois que je les vois. Après, je ne vous dis pas que la bataille contre le fascisme, nos pères l'ont gagnée dans les années 30. Évidemment qu'ils ont commencé par la perdre. Ils l'ont perdue en Espagne, et puis ils l'ont perdue avec l'extermination des Juifs qui a été... Mais la faute à qui? La faute à ceux qui l'ont livrée, ou la faute à ceux qui ont décidé de ne pas la livrer? Mais en fait, vous citez souvent cette phrase de Malraux, faire la guerre sans l'aimer. Oui. Mais c'est pire parfois pour les intellectuels, c'est faire la guerre sans la comprendre, puisque, hélas, en Espagne, les intellectuels n'ont pas compris que les staliniens allaient décimer les anarchistes, ils sont allés prêter main forte. Ça dépend lesquels. Moi, pendant tous ces voyages de l'année 2020, pendant tout le tournage de Une autre idée du monde, j'avais un livre de chevet, j'avais un livre dans ma poche, avec moi. Dans les rares, quand j'avais un peu de lumière le soir, je lisais. C'était le livre Hommage à la Catalogne de George Orwell. Voilà un grand intellectuel qui n'est pas du tout dans le cas que vous dites. Il a compris. Il a compris qu'il fallait compter jusqu'à 2, qu'il y avait 2 ennemis, qui étaient Hitler
et Staline. Donc on ne peut pas dire ça des intellectuels. L'hommage à la Catalogne est probablement le livre le plus désespérant sur la guerre d'Espagne. On voit des mômes qui sont malatifés, à qui on donne un soldat, à qui on donne un fusil pour aller se faire tuer. C'est quelque chose qui plaide en faveur, là aussi, de l'immobilisme, Bernard-Henri Lévy. Non, c'est un livre désespérant. Pourquoi ? Parce qu'il avait à faire face à ce qu'on appelait la non-intervention, parce qu'il avait à faire face à cette montée terrible du pacifisme, à ces peuples entiers en Europe qui disaient on préfère vivre couché que prendre le risque d'être blessé ou de mourir à genoux. C'est pour ça que le livre est désespérant. Mais Orwell lui-même s'est admirablement conduit. Il a passé tous ces mois dans les tranchées de Catalogne, comme quelqu'un que j'ai bien connu, qui est mon propre père, et qui a été, lui aussi, à partir du début 38, dans le même cas, dans les brigades internationales autour de Barcelone. Ces hommes-là, eux se sont bien conduits. C'est le reste du monde, ceux qui leur opposaient les arguments épais du réalisme, de la non-intervention, du chacun chez soi, qui se sont déshonorés et qui ont perdu. Mais finalement, justement, le fait de participer aux brigades internationales, le fait, puisque vous évoquez Malraux, on pourrait évoquer la résistance, certains épisodes de la résistance, les Glières par exemple, eh bien, tous ces lieux-là, Bernard-Henri Lévy, est-ce que finalement, pour l'individu, il est important d'y participer, pour la collectivité, je veux dire pour l'histoire, malheureusement, ça ne change rien? Mais je crois que ça change. Je crois que de les célébrer, ces lieux, de célébrer ces compagnies-là, en tout cas, c'est ce que quelqu'un comme moi peut faire de moins mal vis-à-vis des jeunes générations. Il y a un moment du film où je vais présenter les premières images à une classe d'enfants et je leur dis, je ne sais pas si cette image-là est montée d'ailleurs, je n'ai pas dû la monter, mais je leur dis, il y a pour moi 2 aristocraties en France. 2 aristocraties. Celles et ceux qui ont participé aux brigades internationales et celles et ceux qui ont combattu dans les rangs de la France libre. Ça, c'est les aristocraties, c'est les meilleures, c'est les compagnies les plus nobles du monde et de France. Et j'en sais quelque chose, je vous ai dit, mon propre père, décoré à Monte Cassino, et à Monte Cassino, qui est la bataille... une des batailles les plus importantes de la Seconde Guerre mondiale, qui a ouvert la voie aux Alliés pour défaire les nazis, il y avait des Marocains, des volontaires polonais, et puis, comme mon père, ce qu'on appelait à l'époque des Juifs indigènes. Eh bien, c'est cette aristocratie-là, de bric et de broc, de Polonais, de Juifs indigènes et de goumiers marocains, qui ont sauvé l'honneur de l'idée française. Est-ce que vous pensez alors... Et ça, je crois qu'il faut le dire aux jeunes gens qui nous écoutent. Puisque justement, vous parlez des jeunes et puisque on évoque le populisme, les risques de populisme, vous avez consacré en 1980 un livre important à cela, l'idéologie française, où vous évoquiez finalement une forme de continuité entre l'homoracisme, l'antisémitisme et la manière dont certaines élites françaises avaient été formées et s'étaient perpétuées. Est-ce qu'on est toujours dans ce monde-là? Parce que finalement, lorsqu'on prend le discours des populistes, Drummond, Maurras, ça ne leur parle plus probablement, Bernard-Henri Lévy. C'est pas tout à fait les mêmes, mais c'est la même boue, oui. Il y a une espèce, ce que j'appelle l'idéologie française, c'était des eaux boueuses, des eaux d'idées, dans lesquelles, en effet, nous, Français, avons tous les pieds, parfois jusqu'aux genoux, parfois jusqu'à la taille, et parfois jusque-là. C'est toujours vrai. Alors, aujourd'hui, c'est moins Maurras et Drummond, et c'est plus l'islamo-gauchisme, c'est plus les idéologies racisées. C'est pas la même chose, non, mais ça joue sur les mêmes sortes de réflexes. Et quand j'entends aujourd'hui des gens de gauche qui disent on est contre les réunions mixtes, il faut être noir pour parler des noirs, juif pour parler des juifs, il faut enfermer chacune et chacun dans son identité et dans sa race, je vois pas vraiment la différence avec ce que disait Drummond dans la France juive ou dans la fin d'un monde. C'est pour moi, hélas, un peu la même chose. Donc,
cette idéologie française. Je l'ai décrite en effet, il y a, au fond, en vous parlant, il y a exactement 40 ans. Bon, on peut être d'accord ou Eh pas. bien oui, ben moi je suis... D'accord. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'en tout cas, le lien que vous faites entre les réunions en non-mixité et l'idéologie française, là, est assez lointain. Vous allez devoir rajouter un chapitre au minima à l'idéologie française si vous souhaitez poursuivre le parallèle. Non, oui, pour moi c'est évident. Moi, je me suis battu toute ma vie pour que les gens ne soient pas enfermés dans leur couleur dans la couleur de leur peau, dans leur religion ou dans leur origine. Voilà, on n'est Mais pas... ces enfants de Daesh vous y enferment, puisque vous voyez bien que face à eux, vous êtes considéré comme un juif. Eh bien justement, c'est ce que je leur dis. Je leur dis que je ne suis pas que ça et que eux, ils ne sont pas que des enfants de Daesh. Et c'est exactement le message que je leur adresse. Il y a un discours qui consiste à leur dire « parce que vos parents ont été dans Daesh, vous êtes maudits ». Et moi, je leur dis l'inverse. Je leur dis, vous pouvez devenir des hommes libres si vous renversez les choses, si vous vous faites les instituteurs de vos parents, si vous vous faites pour eux et avec eux les hussards de l'idée démocratique, eh bien, vous deviendrez des hommes libres. Et ce chemin-là, il est possible pour chaque homme. Il y a une passe chez chaque jeune femme, chez chaque jeune homme, une passe vers la liberté, vers la grandeur ou vers la rédemption. Je ne vivrai pas, je ne tournerai pas un film comme celui-là si je ne pensais pas ça au plus profond de moi. Personne n'est perdu. Une dernière chose, on n'a pas le temps de passer l'extrait, mais il y a également un moment où vous vous interrogez sur ce qui se passe en Israël et sur l'opportunité d'aller faire un reportage à Gaza. Bernard-Henri Lévy, les récents événements du Proche-Orient, est-ce qu'ils ne mériteraient pas là aussi un chapitre de plus sur les guerres, on ne peut pas dire oubliées, mais sur ce qui se passe au Proche-Orient? Oui, bien sûr, mais vous savez, il y a encore un autre problème avec Gaza. Et ça, j'y pensais justement en voyant la couverture médiatique dont cette guerre a été l'objet. J'aimerais tant que le génocide que les massacres de chrétiens au Nigeria, j'aimerais tant que le sort de la Somalie, j'aimerais tant que le calvaire des soldats ukrainiens face à Poutine bénéficie mais d'un centième, d'un dixième de l'attention médiatique et de l'attention des cœurs et des consciences dont font l'objet les Palestiniens. Donc il y a dans cette affaire-là, l'oubli des Nigérians ne peut pas excuser. Ne peut pas excuser, naturellement non. Mais en revanche, il y a une manière de transformer la cause palestinienne, ça je le crois profondément, en une machine à raréfier, à effacer ou à exclure du champ d'autres types de malheurs. Il y a 20 ans, autre 20e anniversaire, il y avait Durban. À Durban, il faut rappeler une conférence, une grande conférence en Afrique du Sud où l'on était supposé parler de l'esclavage, du racisme, de l'oppression. Il y avait des délégations de toutes les communautés martyrisées du monde. Il s'est passé deux choses. La conférence de Durban a été prise en otage par des groupes palestiniens. Et ils ont fait, premièrement, ils ont scandé des slogans antisémites dont chacun se souvient, mais surtout, ils ont interdit de tribune la plupart de ceux qui venaient pour faire entendre leur voix. Et je me souviens du chagrin, du désespoir de tous ces représentants, des intouchables indiens, des minorités birmanes, des chrétiens d'Orient ou du Nigeria ou d'ailleurs, qui se sont retrouvés face à cette idée étrange qu'il n'y avait dans cette conférence de Durban, censée leur donner la parole, qu'une victime qui avait droit à s'exprimer et qui était l'objet de l'attention du monde, c'était la victime palestinienne. Donc, moi, je suis contre le deux poids et deux mesures et j'aimerais que l'on consacre à ces guerres oubliées dont je parle, ne serait-ce qu'une fraction de l'attention qu'on a bien voulu porter aux victimes du dernier affrontement entre Israël et le Hamas. Et ces guerres oubliées, vous consacrez un film à les évoquer, Une autre idée du monde, avec une diffusion le 14 juin prochain sur Canal+, et votre livre, Bernard-Henri Lévy, sur la route des hommes sans nom aux éditions Grasset.